Hello, hello, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Je suis Philippe Langlais, mentor pour homme, mentor pour papa. Et aujourd'hui, je viens vous faire ce live programmé déjà depuis un petit bout de temps. Et voilà, j'ai réaligné le titre de ce live en parlant de être homme, être papa. Comment unifier l'homme et le père. Voilà, pour moi, c'est vrai, véritablement important de vous parler un petit peu de d'où vient ce titre et donc du parcours de ma vie, parce que j'en suis pas là par hasard. Voilà, j'ai tout au long de ma vie été papa plusieurs fois. Il y a une trentaine d'années déjà, euh, je suis le papa de Galadriel et il y a 4 ans et demi, eh bien, Célestine est arrivée. Et donc, ma première fille est âgée de plus de 30 ans, ce qui fait que je suis déjà grand-père de mes deux petits-enfants. Et en même temps, je suis jeune papa. Et cette posture particulière me donne une certaine vision de la paternité. Et c'est cette vision-là qui m'émerveille en fait en ce moment dans ma vie. Et parce que j'ai la possibilité de revivre pas avec le même enfant bien sûr, mais de revivre après 30 ans de vie, de revivre cette découverte de ce qu'est la paternité. Parce que pour moi, un père découvre son enfant en même temps qu'il se découvre lui-même. Nous avons tous été des enfants, des jeunes enfants, et donc nous sommes passés par là. Mais au moment où on devient papa ou maman, eh bien, on peut être dépourvu de certaines compétences, entre guillemets. On peut avoir du mal à s'occuper de son enfant parce que peut-être nos parents ne nous ont pas montré un exemple fabuleux, peut-être que voilà, nos professeurs à l'école ou ailleurs n'ont pas été super attentifs dans la communication avec nous-mêmes en tant qu'enfants. Dernièrement, j'écoutais Marshall Rosenberg qui parle de la communication non violente en conférence. Et voilà, lui, il parlait à des enseignants et il disait que bon, il démarrait fort, hein. Il disait qu'en fait, les enseignants, dans leur manière, dans le cadre dans lequel ils travaillent, c'est-à-dire l'institution de l'éducation dans lequel ils travaillent, bon là il parlait des États-Unis, mais c'est valable aussi en Europe, eh bien il y a un cadre très, comment je veux dire, très, très, je dirais rigide, oui, parce que c'est très strict en fait l'éducation nationale. Moi j'ai commencé il y a une quarantaine d'années comme instituteur, et donc j'ai vécu ce conditionnement de ne pas pouvoir faire ce que je voulais en termes de pédagogie. Et j'ai d'ailleurs démissionné au bout de 2-3 ans de formation d'instituteur parce que je sentais que le cadre ne me conviendrait pas pour pouvoir m'épanouir. Et puis en plus, quelques temps après, j'ai appris que un tiers des enseignants finissaient leur carrière en asile psychiatrique et ça m'a pas donné trop envie de persévérer dans ce domaine. Et donc je suis quand même devenu éducateur enfin éducateur, animateur plus exactement, animateur socio-éducatif pendant plus de 30 ans. Et puis j'ai monté les grades, j'ai été directeur d'accueil de loisirs, j'ai coordonné l'accompagnement à la scolarité justement pour les enfants après l'école pour qu'ils puissent faire leurs devoirs avec des animateurs. Donc moi j'ai embauché les équipes d'animation. Je dirigeais une ludothèque, je dirigeais voilà, plusieurs ateliers parents-enfants aussi. Et donc pendant une trentaine 30-40 ans, j'ai travaillé avec des enfants et les parents. Et donc ça me donne une expérience familiale, une expérience professionnelle de la communication avec l'enfant. Et donc quand je parlais de Marshall Rosenberg, de la communication non violente, lui, il utilise les 4 étapes que vous connaissez probablement, parce que c'est quand même diffusé régulièrement, mais je vous les rappelle. La première étape dans la communication, c'est de parler du fait. De quoi on parle concrètement. Donc il s'est dit quelque chose, il s'est fait quelque chose, on rappelle l'événement d'une manière la plus neutre possible.
Et puis après, on peut parler de son émotion. Qu'est-ce que moi j'ai ressenti? Et ça, autant le fait normalement est indiscutable, mais ce qu'on ressent, c'est personnel et donc c'est individuel et donc c'est chacun a son ressenti. Et donc dans le même événement, on peut avoir deux êtres qui ont des émotions différentes. Et même je veux dire, même le même événement sur 2 jours de décalage peut donner des émotions différentes. On peut être triste à certains moments, en colère à d'autres moments. Voilà, notre enfant nous répond d'une certaine manière, ça peut nous amener tristesse, colère ou amusement. Voilà, c'est pour ça que c'est véritablement dans l'instant que peut se faire cette communication. Et puis après, il y a les besoins. Alors les besoins, aller chercher ses besoins, ça a l'air simple comme ça, mais souvent, en fait, on a été déconnecté de la satisfaction de nos besoins parce qu'on devait rentrer dans le moule, que ce soit en famille, que ce soit à l'école. Et donc, on s'est déconnecté de cette essentialité de de quoi j'ai besoin là maintenant. Et donc, n'ayant plus accès, on ne peut pas l'exprimer. C'est pour ça que la CNV, malgré son côté qui paraît très simple, en fait, demande tout un travail d'intériorisation et doit pouvoir se faire justement dans l'écoute mutuelle. C'est pour ça qu'une famille bienveillante peut véritablement aider à s'épanouir un enfant, des parents, mais une famille où il y a des tensions, où il y a des conflits, où il y a un divorce, séparation, et puis où le papa et la maman ne sont pas sur la même longueur d'onde, alors là, ça devient un enfer, quoi, un cauchemar. Et donc, l'enfant en subit des conséquences, et pour moi, c'est véritablement traumatique, et puis les parents aussi, bien sûr. Et donc, un homme et une femme qui sont en guerre, en conflit, hein, moi j'ai vécu ça il y a une trentaine d'années avec mon ex-épouse, avec qui voilà, on devait faire une séparation en bons termes, je dirais, à l'amiable, avec un avocat pour nous deux. Et puis ça s'est pas bien passé parce elle a eu peur, et puis elle est allée voilà, chercher un autre avocat, attaquer en justice. Voilà, et il s'est passé des choses auxquelles je ne pouvais même pas m'attendre et imaginer. Et moi, j'ai réagi avec peur, avec colère, et ça m'a amené au bord du suicide, quoi. Enfin, voilà, je suis pas passé à l'acte, mais voilà, il m'a fallu des années de thérapie pour pouvoir reprendre conscience de qui j'étais, quels sont mes besoins. Et donc, je parlais des 4 étapes. Donc, le fait, l'émotion, les besoins, exprimer ses besoins et faire une demande claire qui va être acceptée ou pas par l'autre. Mais voilà, c'est ça, là, pour moi, voilà, une forme de communication avec l'idée aussi que dans les couples, nous ne fonctionnons pas sur les mêmes registres de l'amour. Pour certains, être aimé, c'est recevoir des câlins, recevoir des cadeaux. Pour d'autres, c'est avoir des temps privilégiés, hein. Vous connaissez les 7 langages de l'amour. Voilà. Donc ça parle plus particulièrement aux amoureux, parce que l'amour, c'est aussi une manière de s'exprimer. C'est pas l'amour valable pour tout le monde. Non, il y a différentes... il y a un arc-en-ciel de possibilités dans l'amour. Voilà, donc tout ça, moi, ça me met en joie depuis des années, puisque j'ai fait moi-même tout un cycle de formation en lien avec la communication, les relations humaines. Donc pendant plusieurs années, moi qui étais travailleur social, eh bien, je l'avais dur parce que vivre un divorce alors que j'accompagnais d'autres familles à retrouver de l'harmonie dans leur famille, vous imaginez la culpabilité et puis d'un seul coup, je me sentais plus du tout crédible en tant que professionnel. Donc ça a été véritablement une déprime, une dépression, une nuit noire de l'âme pour moi. Et à chaque fois d'ailleurs dans ma vie, parce que j'ai vécu plusieurs relations amoureuses, et à chaque fois qu'il y avait une séparation, pour moi c'était une catastrophe, c'était une nuit noire de l'âme. Et donc il m'a fallu comme ça aller chercher d'autres images, qu'elles soient euh, féminines. Donc moi là, au moment, il y a 30 ans, au moment où j'avais envie de me suicider, il m'a fallu retrouver le contact avec mon corps. Donc le massage, le yoga, la respiration, la naturopathie, changer mon alimentation, même changer
voilà, ma manière de vivre, parce qu'il a fallu que je prenne conscience de d'où je venais, avec le milieu un peu bourgeois de mes parents que j'avais rejeté, où j'en étais moi, de ma confiance en moi, de mon estime de moi. Donc ça a été véritablement un travail d'intériorisation aussi, qui s'est fait grâce à une professeure de yoga qui m'a beaucoup aidé sur un plan corporel, mais aussi sur un plan psychologique. Du coup, je suis parti en formation de thérapeute aussi, de praticien en respiration consciente. Donc ça a été une aventure véritablement. J'ai découvert le chamanisme, j'ai découvert voilà, des techniques de danse, comment je veux dire, d'expression corporelle, hein, avec les méditations dynamiques d'Osho. Donc qui m'ont fait beaucoup de bien parce que j'ai pu exprimer, j'ai pu dégager en fait de la rage qui couvait en moi parce que je n'osais pas en parler. Souvent, l'homme a été conditionné pour ne pas exprimer sa tristesse d'une part, mais aussi réprimer sa violence. Et donc, que ce soit en acte ou en parole, l'homme est bridé en fait par rapport à ses émotions. Il ne peut pas exprimer ça. Et en plus, la plupart du temps, les mamans qui accompagnent les jeunes garçons, comme elles ont du mal à supporter, parce qu'elles-mêmes, elles ont été conditionnées, hein, et le papa aussi d'ailleurs. Donc moi, mon père a eu son père qui est revenu de la guerre et qui est mort. Donc il n'a pas eu, je dirais, un père accompagnant pendant longtemps, et un père disponible, puisque son père était prisonnier pendant la guerre, hein. Ça, je vais en parler un petit peu aussi, parce que ça, c'est une histoire d'homme, hein. C'est véritablement une histoire d'homme et de père. Donc le père qui est prisonnier de guerre dans un camp, la mère qui est seule à s'occuper des enfants, le père revient de la guerre avec tous les traumatismes que ça peut comporter. La mère, elle fait tant bien que mal, du mieux qu'elle peut, à s'occuper de ses enfants et notamment de ses garçons. Et son garçon, justement, le garçon qui n'a pas une image paternelle sereine, parce que le papa est traumatisé, eh bien, le gamin, il va récupérer ça. Et la femme, elle fait tant bien du mieux que possible, mais elle-même, comme elle a été éduquée par des hommes qui n'étaient pas toujours très respectueux, très centrés par rapport aux enfants, parce que voilà, parce que guerre, parce que crise, parce que ceci, parce que cela, eh bien, la mère parfois castre son enfant, castre son garçon d'une manière psychique, c'est-à-dire qu'elle va l'interdire de se mettre en colère, d'exprimer de l'agressivité, de la tristesse. Donc son côté féminin, il est réprimé, et parfois le côté masculin extériorisé, il est réprimé aussi. Et le gamin, il se retrouve, lui, à nouveau, aussi traumatisé par son parent, que ce soit maternel ou paternel. Et bien sûr, après, l'étape suivante, c'est l'école. Et là, dans l'école, on retrouve des enseignants, comme moi-même j'ai été, puisque je me suis retrouvé instituteur d'école de classe maternelle, de classe primaire, du CP, du CM2, donc vous voyez tous les âges de l'école primaire. Et là, j'ai vu des choses, mais parce que moi-même, j'arrivais comme stagiaire et je remplaçais des enseignants en classe. Et en plus, on nous faisait commencer dans les quartiers les plus difficiles, là où les enfants sont vraiment révoltés par l'injustice sociale. Et là, il fallait presque se battre physiquement avec des enfants dans les classes. Et là, on me disait, mais donne des coups de pied. Moi, je me suis rendu compte que c'était très compliqué, quoi, pour moi de vivre quelque chose de conflictuel avec des élèves, alors que moi-même, je m'imaginais que l'école, c'était un outil d'ascension sociale où les enfants venaient là pour pouvoir sortir justement de l'enfermement de leur milieu social et pour pouvoir évoluer et devenir, voilà, diplômés, et puis pouvoir... Bon, moi, j'étais issu d'une famille bourgeoise où j'étais en école privée toute ma vie, et donc c'était compliqué pour moi de me rendre compte que on pouvait aussi venir d'un milieu plus pauvre, et, et que c'était plus compliqué pour un enfant qui avait des grosses difficultés avec ses parents, avec la vie, quoi, avec la vie dure, avec la vie où il n'avait pas ce qu'il voulait sur un plan physiologique et sur un plan émotionnel, sur un plan tendresse.
eh bien, c'était compliqué de pouvoir accepter l'école d'une manière simple, quoi. Bon, moi-même, c'est pas parce que j'étais d'un milieu bourgeois que j'étais nécessairement heureux sur un plan émotionnel et affectif, parce que ça, bien sûr, ça touche tous les milieux. Mais voilà, l'école, je me suis rendu compte quand j'étais enseignant dans les écoles, euh, même dans des quartiers favorisés, parce que j'ai aussi été animateur, parce que, bon, j'ai démissionné de l'éducation nationale, mais j'ai quand même été aussi, j'ai fait un diplôme d'État aux fonctions d'animation, et là, j'ai fait des animations dans les classes de la ville où j'avais été formé comme instituteur, et là, j'allais dans les classes plus de centre-ville, donc plus, je dirais, de familles bourgeoises, justement, et là, j'ai vu que c'était pas mieux. Parce que un tiers de la classe, et ça je parle d'il y a 40 ans, eh ben, un quart des enfants de la classe avaient leurs parents en cours de divorce ou séparés. Et donc c'était des enfants qui vivaient dans des climats de conflit et qui à l'âge de 6-7 ans, avaient du mal à faire les apprentissages de la langue française, quoi, à apprendre à écrire, à lire. Ils étaient perturbés, donc ils avaient souvent des retards scolaires liés à ce contexte familial un petit peu défavorable. Enfin voilà, je vous parle un petit peu de tout ça parce que c'est mon expérience de vie, c'est mon parcours, c'est ce par quoi je suis passé en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, en tant que professionnel, en tant que papa aussi, parce que voilà, je ne vais pas tout vous raconter, mais quand j'ai rencontré la compagne, ma première compagne, elle avait des enfants qui étaient comment je veux dire, qui étaient placés parce qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'eux. Et donc je suis allé les chercher avec elle parce qu'elle me demandait. Et donc j'ai d'une certaine manière adopté des enfants qui n'étaient pas les miens directement. Donc je n'étais pas encore papa, même si j'étais animateur d'enfants, j'aimais beaucoup les enfants, mais j'avais jamais vécu cette posture de papa. Et donc là, je m'adresse notamment aux beaux papas qui se retrouvent avec des enfants qui ne sont pas les leurs, sur un plan qui n'ont pas été conçus par eux, et qui sont les repères pourtant de ces enfants. Et Dieu sait actuellement qu'il y a beaucoup de familles comme ça séparées, des familles séparées, des couples séparés, et puis il y a les familles recomposées. Et donc les beaux papas souvent se retrouvent avec les enfants qui ne sont pas directement les leurs, donc voilà, c'est pas toujours simple pour les enfants d'accepter un nouveau papa. Et puis c'est pas non plus facile pour un papa d'accepter des enfants qui sont parfois rebelles ou qui sont pour lesquels parfois il a du mal à être papa. Et donc moi-même j'ai eu cette difficulté, et donc avec mon épouse, puisqu'on s'était mariés entre-temps, eh bien on a conçu notre fille pour pouvoir ressouder et faciliter, enfin, favoriser cet esprit de famille. Ça a marché plus ou moins, hein, puisque, comme je vous ai dit, on en a quand même arrivé à se séparer, et pas facilement, parce qu'elle, elle avait aussi eu des traumatismes par rapport à ses parents qui avaient été divorcés, une belle-mère qui avait été violente avec elle, donc il y avait toute une histoire aussi transgénérationnelle aussi, et donc, en fait, tout ce que nos parents n'ont pas réglé et qui nous ont transmis, eh bien, c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau parfois lourd de difficultés, parce que nous-mêmes, on ne se rend pas compte qu'en se mariant et en ayant des enfants, et c'est ce qui a été le cas aussi avec ma fille, puisque moi-même j'ai transmis à ma fille eh bien ces difficultés de vivre en famille d'une manière sereine. Et donc elle-même, elle a voulu absolument se marier, et ça c'était très beau. Elle a eu 2 enfants, et après elle s'est séparée. Voilà. Et donc moi, je l'aide à pouvoir reconstruire son foyer. Là, elle vient d'acheter une maison, et pour moi, donc, c'est en tant que papa d'une grande fille, eh bien, j'essaye d'être le plus présent possible, ce qui n'est pas toujours facile,
Et, et donc, sachant aussi que j'ai une jeune enfant euh, avec qui je vis en tant que papa solo, parce qu'il y a eu aussi une séparation. Et toutes ces expériences de vie m'ont toujours amené à aller me faire aider en thérapie, alors qu'au départ j'étais pas du tout branché sur je savais pas ce que c'était en fait, hein, et donc c'est arrivé dans ma vie progressivement et avec beaucoup au départ de, de critiques et d'a priori. A priori, comme quoi, moi j'en avais pas besoin, moi je suis un homme qui est capable, je sais déjà m'occuper des enfants, je suis déjà professionnel avec des parents, donc je vais pas aller en thérapie. Et ça, c'est des choses petit à petit que j'ai découvert, hein. Alors, il n'y a pas eu que de la thérapie, il y a eu aussi une forme de coaching. Le coaching, ça a été utile dans ma vie, par exemple le coaching de tir à l'arc. J'ai rencontré un homme qui faisait des championnats européens de tir au propulseur, tir à l'arc, et donc là, il m'a accompagné en tant qu'ami, en tant que compétiteur. Et là, j'ai fait des compétitions. Et ça a été bon pour moi de me valoriser à travers des résultats de championnats en équipe, en plus, en équipe d'hommes. Et là, j'ai retrouvé non seulement la possibilité d'exprimer cette rage, cette violence à travers une technique de chasse d'il y a 16 000 ans, hein, le tir au propulseur dans les forêts sur des cibles animalières, mais voilà, c'est des sangliers en polystyrène, hein, on tirait dans les forêts et sous la pluie et des choses comme ça. Et en fait, là, j'ai retrouvé un peu mes instincts d'ancêtre préhistorique, je dirais. Et donc, j'ai pu sentir ce qui avait été réprimé chez moi, justement, dans mon enfance, dans mon adolescence, ce côté un peu brut d'homme, guerrier, violent, chasseur, que moi-même je réprimais fortement parce que j'avais j'avais joué beaucoup à la guerre quand j'étais enfant, hein. Mon grand-père était aussi un militaire mais en fait j'avais tout rejeté à l'âge de l'adolescence parce que je m'étais rendu compte que c'était horrible pour moi d'imaginer que j'allais tuer d'autres hommes à l'armée, quoi. Et donc je suis devenu objecteur de conscience, je suis allé rencontrer d'autres êtres qui vivaient comme entre guillemets des babacools, hein, les 68 arts qui avaient créé un rassemblement d'hommes basé plus sur la paix, sur la sagesse des peuples anciens. Donc le côté tribal, et ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup inspiré parce que j'ai senti que un chasseur avait besoin effectivement d'être efficace d'un point de vue physique, hein, d'un point de vue aussi technique avec ses armes, mais il est important de concevoir que la chasse n'est pas un défouloir pour nos pulsions bestiales, animales, et qu'il est important d'avoir cette sagesse de qui je tue, quand je tue, comment je tue. Voilà, on ne tue pas un bébé animal, on ne tue pas une maman qui est en train de porter son bébé. Enfin, je veux dire, il y a des minimums de bon sens en tant que chasseur, et dans la guerre, c'est pareil. Hier, j'ai écouté un témoignage d'un camp d'un camp de nazis, hein, pendant la guerre, et avec des hommes qui se permettaient, et ça c'était aussi valable pour l'occupation allemande, hein, en France, et ces militaires, hein, qu'ils soient gradés ou simplement soldats, eh bien, se permettaient des choses sur les femmes, voilà, ignobles, quoi. On sait ce que c'est, hein, de toute façon. C'est pas un secret, mais c'est dévoilé de plus en plus. C'est-à-dire que l'irrespect en temps de guerre devient, je veux dire, l'homme ayant des armes et ayant du pouvoir peut vivre ses pulsions presque en étant autorisé par ça. Et on sait bien que dans le milieu, par exemple spirituel, hein, des prêtres, eh bien, il y a eu aussi des scandales, des abus que ce soit d'enfants ou de femmes, qui font que on se rend compte que on ne peut pas se fier à une institution simplement parce qu'elle existe. Derrière, dans les coulisses, il se passe des choses ignobles. Donc on retrouve ça dans le domaine des religions, mais on retrouve ça aussi dans le domaine de la guerre, hein, bien sûr, et on retrouve ça aussi malheureusement dans le domaine de l'éducation, de
de l'assistance à l'enfance aussi, où il y a aussi ou des réseaux liés à des abus, Et donc, ça veut dire que on est dans une période de révélation actuellement où on se rend compte que derrière ces belles façades, hein, mais on sait aussi que dans le milieu médical, il y a aussi beaucoup de corruption. Et donc, face à tout ça, le risque, c'est que on n'ait plus de repères et qu'on on n'ait plus confiance en quiconque. Et donc, la société, avec ses piliers qui sont, avant dans les villages, hein, les piliers c'était le médecin, c'était le prêtre, et puis c'était le maire du village, c'était voilà l'instituteur, et donc ces piliers-là s'effondrent. Donc à qui se fier, et surtout que les hommes c'était ceux qui étaient porteurs d'une certaine règle de la loi. Donc si on ne peut plus faire confiance dans ces représentants de l'autorité extérieure, eh bien il est question maintenant de se référer à l'autorité intérieure. Et donc chaque homme, chaque papa, doit pouvoir se dire, ok, moi je suis en tant que papa, ma fonction et mon cœur me demande de protéger mes enfants, protéger de ce monde pervers, de ce monde prédateur. Et en tant qu'homme, j'ai aussi la fonction de protéger aussi ma compagne, qui en tant que femme peut être une proie en temps de guerre, en temps de conflit, en temps de voilà, parce que dans les moments où tout déraille, au moment de guerre civile, eh bien l'homme devient presque pire qu'un animal en fait. Et donc c'est ça en fait aussi les peurs dont on parle actuellement, c'est qu'on sent que les conflits où on ne respecte plus le vivant, hein, parce qu'on tue des vaches, on coupe des forêts entières sans amour par rapport au végétal, au monde végétal. À une époque aussi, je voulais être garde forestier, donc j'ai cet amour pour le monde végétal. Hein, je suis vraiment un protecteur et un animateur de la nature, et j'amenais des groupes d'enfants dans la nature. J'ai fait cette formation-là après être instituteur, parce que pour moi la nature était comme un temple, et ne croyant plus vraiment dans les religions, je sentais que la nature pouvait nous enseigner. Mais la nature peut être pervertie aussi, bien sûr. C'est pas parce que l'animal, par exemple, dans une ferme, il est déjà plus vraiment naturel. Et le paysan qui tue ses vaches et tout ça, parce qu'il y a un système commercial et parce qu'on lui demande certains quotas, on ne peut pas dire qu'il est encore vraiment naturel. C'est plus... voilà. Et donc même, je parlais des chasseurs, ils ont des contraintes qui font que à certains moments, ils ne sont plus connectés avec leur cœur. Ils sont plus connectés avec soit leur portefeuille ou soit avec leur traumatisme psychique qui va les amener à se défouler sur des animaux. Et donc, les enfants, c'est pareil. Et donc, nous, hommes et femmes, nous devons nous réconcilier pour pouvoir concevoir qu'une famille, qu'un couple, c'est véritablement c'est basé sur l'amour normalement, et sur un amour qui n'est pas un amour possessif et un amour de prédation, mais plus en lien avec la vie. Si c'est un couple qui a donné un enfant, eh bien ça crée une famille. Et cette famille, c'est la cellule pour moi de référence par rapport à la société. Et il est important d'observer que actuellement notre société ne sauvegarde plus je dirais, l'unité de la famille, même si ça reste quand même l'intention, mais on voit derrière que dans les séparations, beaucoup d'hommes, par exemple, ne peuvent pas facilement voir leur enfant. Alors bien sûr, il y a certaines raisons pour lesquelles c'est juste, et il faut aussi protéger les enfants, mais voilà, moi je me rends compte qu'il y a 30 ans, par exemple, pour vous parler de moi surtout, eh ben, j'ai vécu dans le divorce un juge qui a établi que je ne verrai mon enfant que 2 jours, 2 week-ends par mois. Voilà. Et les week-ends, c'est assez rapide, hein, puisque souvent c'est le samedi après-midi et le dimanche.
Et puis, bon, ça fait presque une journée, quoi. Donc, un papa qui voit son enfant 2 jours par mois, plus la moitié des vacances, pendant eh bien, toute la vie de l'enfant, quoi. Sachant que derrière ça, il paye effectivement la pension alimentaire, les prestations compensatoires, donc son salaire, eh bien, il y a une grande partie qui part vers la mère, ce qui est logique. Mais là aussi, on sait qu'il y a des déraillements de la part des mamans, hein, qui, quelque part, se trouvent tellement démunies, seules avec l'enfant, qu'elles veulent une compensation. Et donc là, il y a plein d'histoires qui se passent parce que la femme qui se retrouve tellement malheureuse de se retrouver seule sur un plan affectif, eh bien, elle retrouve souvent assez rapidement un compagnon avec qui ça se passe pas toujours bien. Et donc les enfants, eux, ben, ils vivent aussi peut-être des nouveaux conflits avec le beau-père, et puis des fois des tendances un petit peu abusives aussi du beau-père vis-à-vis de l'enfant. Enfin, et derrière, il y a le père qui est là, qui est complètement parfois effondré sur un plan émotionnel, qui ne sait même plus parler, qui n'ose plus aller voir la justice parce que il se sent pas entendu. Les avocats, eux, de leur côté, eh ben voilà, ils ont leur métier, hein, de professionnels qui demandent de l'argent d'abord. Donc souvent, le respect de l'humain, il est mis à rude épreuve. Et c'est véritablement une initiation pour les hommes, pour les femmes, pour les familles, pour les couples. Voilà. Et donc ça, pour moi, ça a été tellement difficile à vivre que j'en fais maintenant mon métier en tant que mentor, d'accompagner les papas surtout, et peut-être aussi les mamans si elles le veulent, à passer ces caps de chaos, de tempête, ces moments de remise en question forte sur qui je suis, sur quels sont mes besoins, comment je peux exprimer mes demandes vis-à-vis de mon ex-conjoint, avec qui je ne sais même plus parler. Et moi, j'ai eu cette expérience il y a 3 ans, donc non, il y a 2 ans, quand je me suis séparé de ma deuxième, de la maman de ma deuxième fille. Eh bien, on est allé faire une médiation, et ça s'est bien passé. Il y a eu plusieurs séances de médiation, et on est arrivé à un contrat écrit qui a été validé par le juge. Et actuellement, eh bien, effectivement, je suis avec mon enfant. Et le paradoxe, c'est que c'est la position inverse de ce que j'ai vécu il y a 30 ans. C'est-à-dire que bah, mon ex, mon ex-compagne, donc la maman de ma fille, eh bien, elle voit sa fille l'équivalent à peu près de 2 jours par mois. Et moi, je l'ai le reste du temps. Et donc, en tant qu'homme, je m'occupe de ma fille pratiquement en permanence. Et ça m'amène aussi à me confronter à la position que vivent souvent les mamans solo, qui se retrouvent en permanence avec leur enfant. Et, et donc là, ça, c'est pas simple. Et ça m'a demandé tout un accompagnement aussi. Je me suis fait accompagner pour pouvoir trouver, par rapport à qui je suis, par rapport à tout mon passé, pouvoir guérir de mes traumatismes anciens, et de pouvoir trouver ma juste posture, mon alignement, qui se rejoue à chaque, qui se rejoue régulièrement, hein. Il n'y a jamais de posture figée, hein. C'est important d'être agile aussi, et d'avoir une certaine agilité donc, par rapport à sa posture, même si on l'a choisi à un instant. En tant que papa solo, eh bien, ça me demande aussi d'aller trouver de l'aide à l'extérieur pour pouvoir avoir moi-même euh, une vie épanouie en tant qu'homme, en tant que papa. Et, et ça, c'est véritablement pour moi quelque chose dont on parle relativement peu. Enfin, ma situation à moi, elle est assez particulière, mais on va dire, actuellement, il y a beaucoup d'hommes qui se retrouvent soit seuls à ne pas pouvoir voir leur enfant, et donc complètement malheureux. Et donc, tout ce qui concerne la capacité de connecter avec ses émotions, la capacité d'exprimer ses émotions, mais sans bloquer la communication, hein, donc c'est-à-dire sans être violent, sans être
agressif et tout en gardant en fait du recul par rapport à la situation et tout en mettant de l'amour dans le geste, hein, même si, ça c'est l'histoire de la communication non violente, hein, c'est-à-dire que à travers quelqu'un qui nous parle d'une manière violente, hein, Marshall parle souvent du coyote, du, du, du chacal, voilà. Donc le chacal, c'est celui qui aboie, donc ça peut être notre ex-compagne qui nous agresse. Comment l'homme va réagir? Est-ce qu'il lui-même va devenir un chacal? Et là, ça va tourner encore au conflit. Et les enfants vont le sentir et ils vont en pâtir aussi. Ou est-ce que l'homme va réussir à mettre ses oreilles de girafe? Vous savez, la girafe qui a un grand cou et sa tête très haut, elle a besoin d'avoir un grand cœur. Et donc, les oreilles de girafe, c'est la bienveillance. Et donc, ça veut dire que écouter, alors c'est pas simple du tout, hein, mais écouter quelqu'un qui nous parle en nous critiquant, en nous insultant parfois, tout en voyant son besoin à travers les insultes qu'il nous dit, voir en quoi c'est une personne merveilleuse, et de voir la merveille de cet être à travers sa violence, eh bien ça nous permet, nous, de ne pas rentrer dans ce jeu du triangle de Karpman que vous connaissez, le triangle traumatique, le triangle qui est le sauveur, le bourreau et la victime. Le sauveur, ou plutôt le bourreau, la victime et le sauveur. Voilà, ça c'est le triangle dramatique dans lequel notre société nous plonge dès notre naissance et dans lequel nous devenons tous, quelle que soit notre situation, nous devenons tous en fait nous perdons notre identité, nous perdons qui l'on est, et nous perdons notre vie, et nous perdons notre temps. Et ça, c'est quelque chose que j'avais envie de vous partager, parce que moi-même, par exemple, dans ma situation, je me retrouve au service de ma fille. Mais en fait, moi-même, je me rends compte qu'à une époque, j'étais facilement à être un sauveur par rapport à des femmes qui avaient été, par exemple, qui avaient subi des violences ou des. Donc moi, j'étais, voilà, je voyais les hommes comme souvent des hommes violents, des femmes comme des victimes, et puis moi-même, je me positionnais comme voilà, le sauveur, hein, avec l'image un petit peu du chevalier. Qui sauve la princesse du dragon, voilà, ça c'est la culture aussi beaucoup dans laquelle on nous met quand on est enfant. Et donc moi-même, j'ai vécu ça avec les femmes et je le vis aussi un peu avec l'enfant. Parce que le papa, souvent, il se met à protéger son enfant par rapport aux femmes. Et donc son ex-compagne, eh bien, il va la critiquer. Et là, ça va être un drame parce que vous le savez très bien, l'enfant, lui, dans tout ça, il est sur un échiquier. Et il va être dans la double loyauté. Il va vouloir en même temps rester connecté avec papa et avec maman, mais comme ils ne s'entendent pas, et puis qu'ils se critiquent l'un l'autre, eh bien lui, il va se retrouver véritablement dans une grosse difficulté. Et l'enfant qui vit ça, souvent, après, eh bien, déjà, quand il va devenir parent à son tour, il va avoir beaucoup de difficultés, il va être traumatisé en fait, et donc il va avoir besoin de thérapie pendant des années. Donc, si on veut éviter à notre enfant d'être traumatisé et d'avoir besoin de faire de la thérapie, eh bien, prenons notre responsabilité en tant qu'homme, en tant que papa, ou en tant que maman, ou en tant que femme, et ne faisons pas subir à nos enfants ce que nous, peut-être, on a subi en tant qu'enfant. Arrêtons cette chaîne dramatique de transmettre la violence de génération en génération. C'est dingue. Alors en plus, notre société en ce moment, elle s'effondre, comme je vous le disais, avec ses piliers, donc on ne peut plus se raccrocher même à l'extérieur. Donc là, on est en train de vivre voilà, pour certains, c'est la fin d'un monde, hein, et pour moi, voilà, je sens que je me suis préparé à la survie, hein, parce que quand j'étais adolescent, j'étais passionné de vie dans la nature, hein. Normalement, je devais partir à service militaire chez les commandos, et en fait, comme j'ai refusé ça,
J'ai fait 2 ans de service civil et en fait j'étais animateur nature et j'allais dans les forêts et en fait j'ai voulu même devenir accompagnateur de moyenne montagne. Et j'ai fait des stages de survie pour apprendre à vivre dans la nature avec les plantes et donc voilà, je me suis formé à plein de techniques de survie. Mais je me suis rendu compte que on pouvait devenir dépendant en fait de la croyance que notre monde va mal et aussi que il faut se protéger et là à nouveau eh bien on va devenir presque parano quoi. On va avoir peur de tout et c'est pas ça le bonheur non plus. C'est pas de se préparer à toujours sauver les autres ou devenir un comment je veux dire quelqu'un de violent parce que je vous parlais tout à l'heure des nazis en fait. Les chefs de camps nazis étaient recrutés justement chez les prisonniers qui avaient été traumatisés. C'est-à-dire que les, par exemple, les Allemands qui avaient été attaqués par les bolcheviks et qui avaient vu toute leur famille exterminée devant leurs yeux, ils avaient tellement de rage en tant que petits garçons, hein, ils étaient tellement fous de rage qu'ils voulaient se venger, bien sûr. Et comme ils n'avaient pas été pris dans les bras par un homme ou par une femme qui avait pu les comprendre, eh bien, ils étaient devenus des bourreaux, ils étaient devenus des tyrans. Et ce côté tyran, en fait, tout homme qui a été traumatisé, et pour moi, tous les petits garçons ont été plus ou moins traumatisés, eh bien, nous sommes tous, en tant qu'hommes et en tant que pères, des bourreaux et des abuseurs potentiels. Et ça, si on ne le reconnaît pas, eh bien, c'est dangereux. Parce que ça couve, parce que c'est dans les caves, et que là, ça va taper. Ça va taper parce que le petit garçon qui a souffert, il est encore enfermé, l'enfant intérieur, il est encore enfermé dans sa cave, et il tape pour se faire entendre, parce qu'il voudrait que quelqu'un le libère. Et il est important d'aller libérer cet enfant qui a été maltraité, et c'est au père à aller libérer son petit garçon intérieur, et pour ne pas reproduire cette violence sur ses propres enfants. Et pareil pour la mère, bien sûr. Et donc pour moi, dans notre société, on voit actuellement la tyrannie, on voit les dictateurs qui commencent à se multiplier dans les gouvernements des différents pays, ce qui amène des guerres, en fait, tout simplement. Et pour moi, tout ça, ça se passe sur un plan macrocosme, au niveau des pays, mais ça se passe aussi sur un plan microcosme, c'est-à-dire des familles. Donc c'est pas la peine d'attendre que la paix vienne d'un certain gouvernement ou d'un certain protecteur de l'humanité. Ça n'aura qu'un temps. Parce que ce protecteur-là, il peut très bien devenir aussi lui-même un tyran et un dictateur. Ça vrille. La victime devient bourreau, le sauveur devient victime. Voilà, ça tourne parce que c'est dramatique, parce que c'est quelque chose qui n'est pas... ça vient de la violence. Et cette violence, elle est reniée souvent. Il y a un déni là-dessus. Et donc, ça veut dire que ce traumatisme n'est pas véritablement pris d'une manière physiquement, c'est souvent renié. Et moi qui travaille sur un plan psychocorporel, puisque je suis thérapeute aussi psychocorporel, moi j'ai eu tellement besoin d'être accompagné sur un plan psychothérapeutique, avec la respiration notamment dont je parlais, la respiration consciente, le rebirthing, que moi-même j'ai fait plusieurs formations de thérapeute, et donc je me suis rendu compte que c'était important pour moi de m'occuper de moi-même, physiquement, psychiquement, psychologiquement, et de me préparer à m'occuper des autres. Pardon. Et donc là actuellement, eh bien j'ai toute ma boîte à outils, ma mallette qui me permet moi-même de me réguler au fil du temps, au fil de ce que je vis, puisque je suis pas en dehors de l'aquarium, je suis dans l'aquarium comme toi qui m'écoutes, comme tout le monde, et donc je vis aussi mes émotions. Je peux très bien avoir des incidents dans ma vie, et donc bien sûr que mes émotions elles vont revenir, et donc il est important d'avoir des outils à sa disposition, et surtout d'avoir un socle pour une stabilité.
Et moi, mon socle, c'est mon entreprise actuellement. C'est mon entreprise dans laquelle j'ai investi toute mon expérience de vie, toute mon expertise de papa, mais aussi de professionnel de l'enfance, de la parentalité. Et donc, ces piliers, pour moi, sont déjà ma connexion avec ce que j'appelle ma divinité, hein, ma spiritualité, en quoi moi, d'où je viens et où je vais, le sens de ma vie. Ça, pour moi, c'est important que chacun puisse avoir une responsabilité par rapport à ça, hein, pour pas et intérieur, pas extérieur. Hein, il ne s'agit pas de se bon, on peut avoir envie de participer à une religion, mais en fait, avant tout, c'est quelle est ma foi, en quoi j'ai une foi, et cette foi, elle doit être intérieure. L'autorité, elle doit être intérieure. Après, le deuxième pilier, c'est la connexion avec l'enfant. Et comme je le disais tout à l'heure, pour bien s'occuper de son enfant, il faut aussi avoir une belle connexion avec son enfant intérieur. Et donc, à partir de là, on va pouvoir vivre la joie, on va pouvoir vivre l'expression. Et peut-être qu'il est important aussi parfois de remettre en question ce qu'on a reçu, par exemple, à l'école, puisqu'on a cru qu'on avait besoin d'éducation, qu'on ne pouvait pas apprendre par soi-même. Pour moi, ça, c'est faux. Moi, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, j'ai beaucoup appris par moi-même, par mes expériences. Et d'ailleurs, dans mes diplômes d'animation, j'ai été formé à la découverte scientifique de l'environnement. Et en fait, c'est la démarche hypothético-déductive. On émet face à un problème, on émet une hypothèse et on va faire une expérience pour voir quel est le résultat, quelle est la sagesse. Et en fait, on peut tout apprendre par nous-mêmes. On n'a pas besoin, en tant qu'enfant, on n'a pas besoin d'un système scolaire, on n'a pas besoin d'un système éducatif, on n'a pas besoin de nos parents pour nous apprendre. Nos parents, on en a besoin pour avoir un cocon d'amour, un cocon de sécurité. Mais l'enfant est capable de tout apprendre. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des transmissions, hein, de parents à enfants, mais arrêtons de croire qu'il faut absolument mettre notre enfant dans telle institution parce que là, il va recevoir recevoir quoi? Recevoir quoi? Prenez du recul. Tout ce que vous avez appris à l'école, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu retiens actuellement de tout ce que tu as appris? Et est-ce que c'est de savoir-faire dont on a besoin? Est-ce que les savoir-être sont vraiment transmis à l'école? Pour moi, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas transmises et qui sont essentielles. Par contre, il y a des choses les choses en lien avec la sexualité, pour moi, dans les écoles, c'est pas vraiment le lieu et c'est plutôt aux parents à accompagner l'enfant par rapport à ça. Mais ça, c'est un débat pour moi très lié à l'intimité et là, je sens qu'il y a des déraillements par rapport aux institutions. Donc pour moi, actuellement, le parent a une grande responsabilité. Hein. Donc je parlais des camps En fait, les camps de prisonniers, c'était des mini-sociétés. Et donc les femmes étaient triées. En fait, soit elles allaient directement, elles étaient directement brûlées, ou soit elles étaient comme prisonnières, donc main d'œuvre, ou soit elles étaient des esclaves sexuels. Et pour moi, l'homme qui faisait ça, les soldats, eh bien, ils étaient dans des positions déjà traumatiques. Ils étaient dans des positions qu'ils n'avaient souvent pas choisies. Et donc, ils se défoulaient quelque part sur l'humain. Et donc, dans les familles, c'est pareil. Tous les déviances des papas qui sont violents avec l'épouse ou l'enfant, c'est pareil. Et ces lieux de violence, en fait, sont souvent la conséquence d'une non-responsabilité de soi-même, du report à l'autorité extérieure. On donne son autorité à l'extérieur et on ne prend pas l'autorité intérieure. Et c'est ça, en fait, la transformation, le switch que j'accompagne, moi, chez les hommes, chez les papas. Et je pense que toute notre société, actuellement, va avoir besoin de faire ce switch de conscience, d'arrêter de donner sa puissance à l'autre et après de devenir une marionnette. Hein, c'est le cas des paysans, puisque avant les deux guerres mondiales, les paysans, la paysannerie en France était importante et
et les paysans, en fait, utilisaient l'animal pour, par exemple, cultiver. Et il y avait un respect, l'animal était vraiment soigné comme un être de la famille. Et puis, il y a eu tous les hommes qui sont partis à la guerre, les femmes qui sont retrouvées seules avec des enfants, donc vous voyez le tableau. Donc, en fait, ça a été une manière d'exterminer la paysannerie, le masculine, je dirais, les paysans. Et là, ça a cassé, en fait, tout le monde de la paysannerie, et on a remplacé ça par, vous le savez très bien, les tanks qui étaient fabriqués, eh ben, on en a fait des tracteurs, et puis les bombes qui étaient fabriquées avec certains produits, on en a fait des insecticides. Et en fait, on se retrouve maintenant avec une agriculture qui est basée sur la guerre. On fait la guerre à la nature. Donc ça détruit la nature, mais ça détruit aussi les paysans. Et donc, voilà, on en arrive à une société qui n'a plus de connexion au vivant, que ce soit végétal, animal et humain. Et donc, là où on en est là maintenant, c'est il est temps de se réveiller, il est temps de se rendre compte que on a possibilité de vivre en communion avec la nature, en respectant les lois de la nature avant les lois artificielles qui ont été transmises par une société traumatisée, traumatique et traumatisante, qui est une société malade. Les lois sont malades parce que la société est malade, et donc c'est pas parce qu'on va respecter les lois qu'on va devenir en bonne santé. Non, ça n'existe plus, la bonne santé. Maintenant, on parle que de maladie. On parle, voilà, donc même le vocabulaire a été transformé. Les mots sont transformés pour pouvoir encore aussi faire passer l'inacceptable. L'homme qui se retrouve seul sans ses enfants, comme moi j'ai vécu pendant des années, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi j'étais tellement... Alors bien sûr, il y a la recherche d'une nouvelle compagne, ça souvent c'est la préoccupation principale, majeure, parce qu'il y a cette histoire de pulsion, puis l'environnement, si on est... bien sûr, notre métier peut nous permettre d'avoir de l'argent. Cet argent, on va en donner une partie à notre ex-compagne pour qu'elle s'occupe des enfants, mais il y a une telle injustice parfois qui est vécue que on le vit tellement mal qu'il faut aller chercher de la thérapie, donc on va aller payer des thérapeutes pour pouvoir nous sortir psychologiquement de cette, j'ai envie de dire un gros mot, hein, de ce merdier. Mais en fait, comme c'est un système qui est dysfonctionnel, en fait, le thérapeute va nous aider à revenir à notre posture, hein, comme moi j'ai fait des stages et des stages pendant des années, et à chaque fois je retrouvais mon équilibre, je retrouvais une forme de stabilité, je reprenais mon poste de manager d'équipe, parce que moi j'ai embauché une équipe d'animation avec des femmes, donc je me retrouvais dans des milieux d'animation avec des enfants. Voilà, donc j'avais besoin, moi, d'être toujours au point. Hein. J'ai pratiquement jamais pris d'arrêt maladie pendant 30 ans de carrière. Le burn-out, je voyais des collègues qui partaient en burn-out. Moi, j'en faisais pas parce que j'avais effectivement investi dans la thérapie, dans la thérapie. Et puis moi, j'étais devenu en fait thérapeute aussi, parce qu'à un moment, je me suis dit, ben moi-même, je peux accompagner les parents qui vont pas bien, que j'avais en animation. Et donc, moi, je me suis rendu compte que aussi qu'en tant qu'homme, comme j'allais pas bien, bah, probablement qu'il y avait d'autres hommes qui allaient pas bien, j'entendais. Et donc, je suis devenu, j'ai fait une formation de thérapeute en sexothérapie, puisque je me suis dit, ben, moi-même, je vais être accompagné par un homme, et puis je vais pouvoir accompagner d'autres hommes. Et donc, j'ai accompagné aussi des couples, que ce soit en massage, j'ai étudié le tantrisme, j'ai étudié le massage tantrique, et donc j'accompagnais des couples à retrouver cette capacité de transmettre en fait du bien-être, de la sensualité, sans qu'il y ait d'abus sexuels par exemple, à travers des techniques douces comment je veux dire, où il n'y a pas la vision un peu pornographique de la sexualité dans le couple. Et donc pour moi, ça a été une grande initiation en tant qu'homme, et que j'ai transmis et que je continue à transmettre aux hommes que j'accompagne. Voilà, et donc,
évacuer, parce que souvent, voilà, toute la peine qu'on a de séparation avec sa compagne, avec son enfant, eh bien, on va le reporter dans des évasions. Alors, ça va être de la drogue, ça va être du sexe à outrance, ça va être n'importe quoi. N'importe quoi. Et là, l'homme se perd son âme, perd sa vie, et peut devenir très violent, peut devenir... Et c'est là, ces hommes-là qu'on voit autour de nous dysfonctionnels et qui sont parfois à la tête d'entreprises, de pays, et on se demande, mais comment ils en arrivent à devenir si peu humains, quoi. Voilà, j'avais envie aussi de vous parler de ces fonctionnaires, parce que voilà, je vous parle des gens qui sont à la tête, mais il y a aussi ceux qui sont tout simplement les instituteurs. Pour moi, c'est les représentants de l'institution. Donc, ils sont là directement avec des enfants, et il y a des enseignants qui sont maltraitants. Marshall Rosenberg disait que dans les écoles, la manière de communiquer de l'enseignant vis-à-vis de l'enfant va amener à éduquer des enfants à la dictature. Parce que si l'enseignant lui-même, il est très directif, il impose son diktat, effectivement, l'enfant, lui, il va prendre ça, il va engrammer ça, il n'a pas choisi d'aller à l'école, il est obligé d'aller à l'école, et puis il sait que les parents, de toute façon, ils vont soutenir l'enseignant, enfin pas toujours, mais de toute façon, l'enfant, le parent lui-même va sentir que son enfant, il est réprimé à l'école, il est parfois abusé à l'école, donc le parent va devenir le sauveur de son enfant vis-à-vis de l'enseignant, mais le parent lui-même, comment il va faire? Est-ce qu'il va sortir? Alors il va peut-être passer de l'école publique à l'école privée, il va peut-être trouver une école alternative, ou il va peut-être déscolariser, il va demander une autorisation pour l'instruction en famille, mais il va se retrouver avec les difficultés que lui-même peut-être n'a pas des difficultés pour pouvoir enseigner à son enfant. Est-ce qu'il se sent compétent? Parce qu'il croit toujours que l'enfant doit avoir des cours de mathématiques, des cours de français, des choses comme ça. Donc acheter des cours particuliers, c'est pas toujours facile, hein, ça coûte cher. Et donc, comment on fait? C'est un truc de fou, quoi. Si on y réfléchit bien, cette situation, elle est incroyablement complexe. Et donc, je parlais des fonctionnaires qui se retrouvent pareil dans des institutions qui sont dysfonctionnelles, et en fait, ils savent pas faire, ils savent bien que ce qu'ils font, ça va contre la vie. Hein, c'est le problème aussi des gens qui envoyaient les juifs dans les camps de concentration. Ils faisaient leur travail, et quand ils ont été devant la cour pénale, parce que c'était des traites, enfin, je veux dire, c'était des meurtres quand même, meurtres collectifs organisés. Eh bien, ils ont dit tout simplement, moi j'ai respecté la loi, on me demandait de faire ça, moi j'ai obéi tout simplement. Et l'enfant qui est à l'école, on leur apprend à obéir. Et donc ça va devenir quelqu'un qui va obéir. Et donc si il est dans un pays de dictature, le fonctionnaire va obéir aux lois du dictateur. Et donc il va peut-être exterminer d'autres êtres. Et on en est là dans notre société. On en est là. C'est pour ça que on se dit, ouais, en France, il n'y a pas beaucoup de réactions par rapport à... Mais peut-être parce que tout le monde est conditionné à l'obéissance. Intrinsèquement, hein, parce que bon, on sait critiquer, ça c'est sûr, mais de là à agir et à transformer la société, c'est pas simple. Voilà, et je dis pas que c'est simple pour moi non plus, hein. Mais là, on peut voir les vraies racines du dysfonctionnement global, hein. Et quand on parle de la matrice, c'est pas un responsable, hein. C'est pas le chef du gouvernement qui est responsable, c'est tout le monde qui est responsable. C'est chacun au fond de lui, chaque papa, chaque homme, chaque maman, chaque femme, chaque fonctionnaire, chacun. Et arrêtons de voir le problème à l'extérieur et voyons notre responsabilité et notre capacité de répondre à l'épreuve, la responsibility, la capacité de répondre. Waouh! Bon, ça me fait du bien de vous parler de tout ça, hein, parce que pour moi, c'est ce qui bouillonne en moi, c'est ce qui bouillonne comme capacité de transmuter notre société
Nous sommes tous des alchimistes, nous pouvons transmuter notre vie et ça aura des conséquences sur notre famille, sur la société entière, sur l'humanité. Et là, quand on parle de changement, on parle de révélation, là on parle de la fin du monde, eh bien oui, on est en train de changer de société, on est en train de changer de monde. Et c'est nous les acteurs. Et c'est pas les extraterrestres, c'est pas des gouvernements qui vont changer, c'est nous, chacun. Voilà, je vous ai transmis beaucoup de ce que je ressens, moi, être les bases, les valeurs, en fait, de mon accompagnement. Cet accompagnement, je l'ai changé, en fait, parce que sur mon site internet, j'ai encore l'ancienne formulation de mes accompagnements qui était sur 3 mois. Là, je fais maintenant un accompagnement sur 2 mois avec 3 étapes principales. La première étape, c'est d'accompagner le papa sur le plan émotionnel, de là où il en est dans son chaos, dans sa tempête, hein, dans la tempête familiale ou tempête professionnelle, ça peut être sur différents aspects. Et là, de pouvoir déposer, dans un premier temps, comment il se sent, comment de pouvoir être entendu, tout simplement avec quelqu'un qui ne le juge pas. Ça, c'est vraiment la première étape de l'accompagnement, avec différents outils, différents indicateurs de réussite. Et une fois qu'on a fait cette première semaine d'accompagnement, eh bien, on passe à la deuxième étape, qui est là plus d'établir un plan d'action. Parce que l'idée, c'est pas réagir à la situation, mais c'est de faire du concret avec de l'aide extérieure. Et ça, moi-même, j'ai été en difficulté parce que quand j'étais dans cette fameuse période de divorce, il y a 30 ans, eh bien, j'ai senti qu'il fallait que j'aille chercher de l'aide, mais je ne savais pas comment faire. Et donc, je voulais aller voir un avocat, par exemple, mais j'avais peur. J'avais peur du monde juridique. Et donc, j'ai demandé à ma sœur qui m'a aidé, comme son mari était dans le domaine du droit, et ben, elle m'a accompagné. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ma sœur qui m'a permis de trouver un avocat. Mais en fait, cet avocat, non seulement il m'a aidé à rien du tout, et il m'a coûté très cher. Donc, il ne faut pas attendre d'être sauvé par une institution actuellement, même si ces institutions peuvent nous aider. Voilà, c'est ça. C'est que il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Et en fait, moi, comme je vous ai dit aussi, la médiation, par exemple, c'est vraiment un très bon outil. Et c'est à la portée de chacun. Donc, il existe dans notre société des outils, hein, même sur le plan de santé, sur le plan de l'éducation. Je veux dire, on peut avoir accès à tout, et même à l'école, s'il n'y a pas moyen d'éviter ça. Pour moi, il y a de très bons enseignants. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont enseignants, et pour moi, il n'y a rien de mal et il n'y a rien de bien. Il faut éviter aussi de se braquer par rapport à une polarité. En fait, l'idée, c'est de trouver son chemin à travers le chaos. Et donc, pour un homme, pour un papa, eh bien, d'être accompagné par un homme qui lui-même a vécu ce qu'il est en train de vivre, eh bien, ça peut être véritablement quelque chose qui va alors soit lui faciliter la difficulté, ou parfois aussi activer, parce que un homme peut être tellement bloqué dans sa situation qu'il va tout figer, et ça va l'amener soit aller carrément directement au suicide, hein, comme ça il n'y a plus de problème, soi-disant, parce qu'en fait ça ne règle pas au fond. Ça règle pas pour l'enfant, ça règle pas pour la compagne. Voilà, moi j'ai vécu aussi avec une femme dont le mari s'est suicidé. Et donc moi je suis devenu quelque part l'homme pendant 10 ans qui a pris la place du suicidé. Et je peux vous dire vraiment que cette posture de remplaçant d'un suicidé, d'un papa suicidé, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Donc celui qui part, qui croit que voilà, il se libère de rien du tout. Il libère pas du tout ses enfants, il libère pas sa compagne. Et je pense que même sur un plan métaphysique, je pense que l'âme qui part en s'échappant comme ça,
eh ben, elle vit sur d'autres plans, d'autres choses, et ça je vais pas en parler parce que c'est pas ma spécialité, mais pour le peu que j'en sais, il y a, il y a le bas astral qui peut nous accueillir, et là, on va revivre des choses, et certainement qu'après on va devoir revenir de façon sur Terre pour revivre à transmuter ce qu'on n'a pas osé ou voulu vivre. Et donc on peut s'échapper de rien du tout, de rien du tout. Et ça, certains parlent du karma, moi j'aime pas cette notion de karma, d'autres parlent d'égrégore. Moi je rentre pas trop dans tous ces trucs-là parce que pour moi c'est déjà, la vie de tous les jours est déjà tellement pas simple à comprendre. Alors moi je pars pas trop dans l'ésotérisme, je reste pied sur terre, la tête dans les étoiles, parce que pour moi l'important pour que le cœur soit ouvert, c'est que il y a cette connexion ciel-terre. Et ça c'est les enseignements de yoga, puisque moi je suis professeur de yoga aussi. Et ça, cette capacité à se calmer, c'est cette capacité à se relier à beaucoup plus grand que soi. Hein, on appelle ça pour certains c'est le divin, pour certains c'est la connexion au grand tout. Ça c'est mon premier pilier, dont je vous parlais des 4 piliers, mais je crois que je ne les ai pas tout présentés en fait. Le deuxième pilier, c'est la capacité à être dans la joie de l'enfance, hein, donc retrouver cette spontanéité, cette authenticité de l'enfance. Le troisième pilier, c'est le couple sacré, hein, le couple où la polarité masculine et féminine se réconcilie, et où on va redevenir des coopérateurs par rapport à la vie, hein, où on va être co-créateur d'un enfant déjà, mais aussi d'une belle vie de famille, et qui va déborder de la famille, et qui va aller vers les amis, vers la grande famille, vers le quartier, vers la commune, voilà, c'est une civilisation de famille épanouie qui me paraît vraiment être nécessaire actuellement. Et puis le quatrième pilier, c'est la grâce. C'est justement quand on reçoit les fruits de ce qu'on a transmis. Hein. On donne de l'amour dans le geste, et après on va recevoir la grâce. La grâce, c'est le divin qui vient vers nous. C'est pas on demande à Dieu de nous rendre plus riches, ou de nous rendre plus heureux, ou de nous envoyer une compagne. Non, c'est pas ça. C'est de faire tout ce qui est utile dans notre vie de tous les jours pour que le meilleur de notre vie nous arrive. Et c'est le fruit de l'arbre. On va nourrir les racines, on va aider l'arbre à grandir pour qu'un jour cet arbre donne ses fruits, et là on va pouvoir récolter les fruits. Mais ça, on ne peut pas le vouloir. Ou alors c'est de la magie. C'est de la magie noire parfois, magie blanche, je sais pas. Mais arrêtons d'attendre. Arrêtons de vouloir ce qui devrait nous arriver parce que on a été frustrés dans le passé, parce que nos parents ont été frustrés et qu'ils nous ont transmis leur frustration. Et nous, on veut, on veut, on veut, on veut. Et du coup, on devient des prédateurs. Et là, on devient des manipulateurs. Et ça, c'est pas correct. Que ce soit sur un plan business, que ce soit sur un plan de famille, que ce soit sur un plan de relations homme-femme, hein, l'histoire des sites de rencontres et tout ça, waouh, attention, attention, là c'est joué. Je dis pas que il faut, je ne dénigre rien, mais je dis que tout peut être fait, mais à condition qu'il y ait beaucoup de conscience, de responsabilité. Voilà, et donc voilà, ces 4 piliers pour moi, ils sont fondamentaux dans ma capacité de bouger moi-même dans ma vie, dans ma propre vie de papa et d'homme, et aussi dans l'accompagnement que je fais aux hommes et aux papas. Et donc le troisième étape, hein, donc première étape, ça dure à peu près une semaine, deuxième étape, ça dure à peu près 2 semaines, 3 semaines, et puis l'étape qui va durer un mois et un peu plus, ça va être l'étape où on va eh bien on va rechercher des alliances stratégiques, et on va prendre des décisions. Parce que souvent, les décisions qu'on prend dans des moments de chaos, des décisions émotionnelles, souvent sont de la réaction. Et là, on fait des catastrophes, quoi. On fait pire. Déjà, est-ce que la séparation est indispensable? Pas toujours. Pas toujours. Donc, donnons-nous la possibilité, avant de se séparer, d'aller voir nos besoins, d'aller voir notre capacité. Est-ce que, voilà, peut-être aller rencontrer, moi-même, je peux accompagner un couple qui est en instance de séparation.
Parce que avant de faire des choses parfois qui sont... Alors c'est jamais irréversible, bien sûr, un couple peut toujours se remettre même après un divorce, même après une séparation. Mais souvent, les mots violents qui vont être dits ou les actes vont figer parce que ils auraient été pris d'une manière... Soi-même, on va se mettre dans la culpabilité parfois. Donc il y a vraiment une forme quand même d'irréversibilité parfois par toute la violence qu'on a apportée dans des décisions et dans des paroles, dans des actes. Donc parfois, le fait d'avoir pu se poser les choses, d'avoir s'être déposé, d'avoir fait un peu de la relaxation, d'avoir été chercher au fond de nous quel est vraiment le sens de ma vie, et après de pouvoir aller retrouver du sens dans la relation avec notre compagne, avec nos enfants, parce que ça peut être aussi des conflits avec les enfants. Moi j'accompagne aussi des grands-parents, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Pour moi c'est les hommes de 20 à 60 ans. Et donc, donc pour moi, là, on en est aussi après à des alliances stratégiques. Donc toutes les institutions peuvent être contactées avec une capacité de voir ou d'entendre comme les oreilles de comment je veux dire, de la girafe, c'est-à-dire que face à quelqu'un qui nous agresse, voir en lui que c'est quelqu'un qui est traumatisé en fait et il fait le mieux qu'il peut dans sa communication, mais parce qu'il va pas bien, il nous agresse. Mais c'est pas, ne prend pas les choses personnellement, hein, comme dans les accords Toltec. Attention, soyons lucides, soyons dans le discernement de qu'est-ce qui lui appartient et qu'est-ce qui m'appartient. Il est en train de m'injurier, ok, mais c'est peut-être pas de moi qui parle, c'est peut-être de lui, tout simplement. Et donc, ne réagissons pas du tac au tac, parce que là, on se bloque, on se bride et on bousille nos vies, quoi. On bousille nos propres vies, mais on bousille la vie de l'autre, on bousille la vie de nos enfants, on bousille des générations. Et parce qu'on a été bousillé par nos ancêtres, on va bousiller tous nos descendants. C'est ça l'histoire de l'humanité. À travers nous, nous sommes les co-créateurs de l'humanité. Prenons notre vie en main et prenons notre responsabilité. Voilà, donc recherche d'alliances stratégiques et prise de décision et construisons avec un mentor qui a cette expérience, qui a cette expertise et qui va nous éviter des drames qui, au final, vont peut-être nous coûter aussi très cher parce que financièrement, un divorce, une séparation, des maisons qui se retrouvent sans... C'est fou, quoi. Tout l'argent qui peut partir. Et après, tout l'argent qui va être nécessaire pour faire des stages de développement personnel, de thérapie, tout ça. Bon, mais voyez tout ça, quoi. Voyez, pour moi, parfois, il vaut mieux investir... Alors, mon accompagnement actuellement, moi, je vous invite à venir me parler en message privé pour avoir le tarif. Parce que l'argent, bon là je vous ai parlé du contenu, je dirais en grande partie de l'accompagnement, mais il est important de voir en quoi ce que je vous propose va être adapté à ce que vous vivez, à ce que tu vis. Et donc pour moi, le fait de pouvoir échanger par Messenger va me permettre moi déjà de voir si je suis d'accord pour t'accompagner, parce que je n'accompagne pas tous les hommes. Moi, les hommes qui sont complètement dysfonctionnels, qui sont complètement, je sais pas, drogués ou qui sont en psychiatrie ou tout ça, moi j'accompagne pas. Pour moi, là, c'est un accompagnement spécialisé avec des thérapeutes, voilà, qui vont aider l'être déjà à revenir à un minimum de presque d'humanité, quoi. Et là, effectivement, pour moi, c'est un homme qui est en chemin, hein, et c'est pour ça que je fais des lives, c'est parce que pour moi, c'est important que tu m'entendes avec mes mots, avec l'expérience de ma vie. Et si ça te parle, tout ce que je viens de te transmettre, eh bien, oui, peut-être qu'on va pouvoir cheminer ensemble pendant ces 2 mois. Et donc moi, je ne m'adresse pas à n'importe qui, je n'accompagnerai pas n'importe qui. Et toi, si tu sens que moi, je peux être cet homme qui va t'accompagner, ce papa qui t'inspire, hein, et qui, quelque part, qui va peut-être même, mais ça, c'est un peu
C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais moi j'ai eu des coachs qui étaient des substituts de mon père. Et donc des hommes qui ont complété le papa que j'ai pas complètement eu, parce que moi j'aurais voulu avoir un papa idéal, hein, comme, comme tous les petits garçons. Et comme ce papa n'a pas été idéal, bah, j'ai trouvé, moi, un directeur, par exemple, mon directeur de centre social où j'ai été embauché, celui qui m'a embauché, il a été mon papa pendant 15 ans. Mon papa qui a apporté, voilà, ce que j'ai beaucoup apprécié chez lui. Et mon coach, là, dont je parlais de tir au propulseur, là, pendant 1 an, il a été quelque part aussi mon papa d'adoption. Donc j'ai eu des beaux papas comme ça que j'ai trouvé en tant qu'homme. Donc peut-être moi je serais ton beau papa aussi sur un certain plan, que tu sois d'ailleurs homme ou femme, parce que à un moment le sexe n'importe plus. Moi je m'adresse plutôt aux hommes et aux papas, mais en fait il y a pas de limitation non plus. Donc si tu es une femme et que tu as vraiment besoin d'avoir cette capacité de communiquer avec un homme qui a une grande sensibilité féminine et qui peut te reconnecter avec le mari dysfonctionnel que tu as eu ou le papa violent que tu as eu et avec qui tu n'as jamais su pardonner et que tu sens que ça te bloque complètement dans ta vie de couple, dans ta vie sexuelle, dans ta vie même je veux dire professionnelle, parce que tu as un patron avec qui tu te sens pas bien et que tu sens que c'est un lien aussi avec ce côté paternel, eh bien oui, je peux être aussi ce mentor. Voilà. Eh bien écoute, toi qui m'écoutes, eh bien je sens que ce live a été très, très puissant. N'hésite pas à me poser des questions. N'hésite pas à mettre un petit hashtag replay si tu as envie de, voilà, d'indiquer que tu as écouté et peut-être que tu as apprécié ce live et toute l'authenticité avec laquelle je t'ai parlé. Et puis si tu as envie d'aller plus loin, eh bien voilà, viens me rencontrer en message privé. À bientôt, je vous souhaite un bon dimanche et portez-vous bien et voilà, soyez bien conscients de la responsabilité que vous avez, que vous portez chacun. Être merveilleux que vous êtes, je vous aime. Ciao, je vous embrasse.